On dit qu'un grand vin raconte une histoire. Pendant 30 ans, mon histoire fut celle du château de Belombre. Ce N n'était pas seulement un domaine viticole. C était le rythme de mon cœur, écrit en rangées de Merlot et de Cabernet Sauvignon. Chaque lever de soleil sur nos coteaux était une promesse tenue. J était la force tranquille, celle qui comprenait le langage de la terre et les secrets de la fermentation. Mon mari, Olivier, était la voix de notre création. Avec son charme naturel et son sourire éclatant, il présentait notre rêve au monde entier. Nous formions une symbiose parfaite, les deux moitiés d'un tout. Il était le visage, J était l'âme. Je lui faisais confiance pour chaque grappe, chaque bouteille, chaque contrat. Je lui ai confié ma vie, persuadé que notre amour était aussi profond et durable que les plus vieilles vignes de notre propriété. Ce monde parfait étendait au-delà de notre mariage. Il incluait ma sœur cadette, Chloé. J'avais veillé sur elle toute ma vie, la considérant comme une âme vibrante, parfois un peu perdue, qui avait besoin de ma stabilité. Sa présence au château était une constante, son rire résonnant dans les grands salons, toujours prête à offrir un mot de soutien ou une étreinte réconfortante. Pour moi, elle incarnait la famille dans sa forme la plus pure. Olivier, Chloé et moi, nous étions une forteresse de loyauté. Nos fondations semblaient inébranlables, bâties sur des décennies d'histoire et d'affection partagées. Je contemplais ma vie, cet empire d'amour et cet héritage que nous avions construit, et je ressentais une paix absolue et profonde. J'avais tout ce qu'une femme pouvait désirer. C'est du moins ce que je croyais. Le poids du chagrin était une chape de plomb. Autour de moi, dans le grand salon du château, les murmures des condoléances formaient un bruit de fond insupportable. Chaque visage compatissant, chaque main posée sur mon bras, ne faisait qu'accentuer le vide laissé par ma mère. J'avais besoin d'air, d'un instant de silence pour ne pas suffoquer sous le poids de ma propre peine et de leurs regards apitoyés. Je me suis excusée d'un geste là et me suis dirigée vers la bibliothèque, notre sanctuaire de paix. C était là que ma mère et moi passions des heures, entourés de l'odeur du vieux papier et du bois ciré. J'ai poussé la lourde porte en chêne, la laissant juste entr'ouverte, assez pour étouffer le brouhaha du deuil sans m'isoler complètement. Je cherchais un refuge, un simple moment pour respirer. Je ne savais pas encore que j'allais y perdre mon souffle pour de bon, et que la paix que je cherchais était sur le point d'être anéantie à jamais. Le silence de la bibliothèque fut de courte durée, percé par des voix feutrées venant du couloir, celles d'Olivier et de Chloé. Je n'y ai pas prêté attention au début, supposant qu'ils s'isolaient eux aussi pour échapper à la foule. Mais leur ton était différent. Il n'y avait pas la tristesse partagée d'un deuil, mais une intimité coupable, des chuchotements qui n'avaient pas leur place ici. Puis, j'ai entendu les mots qui ont fait s'arrêter mon cœur. « Ne t'en fais pas, mon amour. » C était la voix d'Olivier, douce, rassurante. Mais ce N n'était pas à moi qu'il parlait. Le mot « amour », adressé à ma propre sœur, a résonné dans ma tête comme un coup de feu. Le monde s'est figé. Puis, la suite est venue, cruelle, définitive. Bientôt, tu n'auras plus à faire semblant. Elle est la lumière, toi, tu es l'ombre. L'air m'a manqué. La trahison N n'était pas une simple suspicion. C était une certitude, prononcée par les deux personnes en qui j'avais une confiance absolue. Mon esprit tentait encore d'absorber l'horreur de leur liaison quand la voix d'Olivier a porté le coup de grâce. Le plan est dans sa phase finale. Dès qu'elle signera les documents de restructuration d'actifs pour l'héritage de sa mère, tout sera à nous. Elle ne se doutera de rien dans son état. Le sang s'est glacé dans mes veines. Ce N n'était pas seulement une affaire de cœur, une simple infidélité. C était une conspiration. Un plan méthodique pour me dépouiller de tout ce que j'avais construit, de l'héritage de ma mère, de mon domaine, de ma vie. Ils n'utilisaient pas seulement mon lit, ils utilisaient mon chagrin comme une arme. Ma vulnérabilité était leur opportunité. La femme brisée par le deuil n'était, à leurs yeux, qu'un pion à manipuler, une signature à obtenir avant de la jeter. La profondeur de leur mépris était abyssale, bien plus douloureuse que la trahison charnelle. Une vague de fureur primitive a déferlé en moi, l'envie de hurler, de jeter la porte à la volée, de les confronter à leur ignominie. Je voulais voir la panique dans leurs yeux, détruire leur petit monde de mensonges comme ils venaient de détruire le mien. Mais une autre force, plus froide et plus puissante,
a pris le dessus. Un calme glacial s'est emparé de moi, figeant mes larmes et ma rage. Le chagrin était toujours là, mais il s'était transformé en un diamant dur et tranchant. Les confronter maintenant, ce serait leur donner exactement ce qu'ils attendaient. La femme émotive, hystérique, si facile à discréditer et à faire passer pour folle. Non. La vigneronne en moi, celle qui sait que la patience et la stratégie précèdent la récolte, a pris le contrôle. Mon deuil n'était plus une faiblesse. Il allait devenir mon masque, mon camouflage parfait. Il voulait une veuve éplorée? Je leur en donnerais une qu'ils n'oublieraient jamais. J'ai pris une profonde inspiration, recomposant mon visage en un masque de douleur crédible. J'ai lissé ma robe noire, effacé toute trace de la tempête qui venait de ravager mon âme. Puis, je suis sortie de la bibliothèque, retournant sur la scène de leur crime. Mes pas étaient lents, ceux d'une femme accablée. J'ai vu Chloé, et je me suis dirigée vers elle. Je l'ai prise dans mes bras, sentant son corps se raidir une fraction de seconde avant qu'elle ne joue son rôle de sœur aimante. J'ai senti le venin sous sa peau. Ensuite, je me suis tournée vers Olivier. J'ai posé ma main sur son bras et l'ai regardé dans les yeux. « Merci d'être là pour moi », ai-je murmuré, ma voix brisée juste ce qu'il fallait. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous deux. À cet instant, en voyant la lueur de triomphe et de pitié dans leurs regards, j'ai su. Ils avaient déjà perdu. Ils avaient réveillé quelque chose en moi, et la vendange serait amère, pour eux. Dans le silence glacial de la bibliothèque, le monde que je connaissais était effondré. Chaque mot prononcé par Olivier et Chloé était un éclat de verre, déchiquetant 30 ans de confiance et d'amour. La douleur était physique, une pression insoutenable sur ma poitrine. Mais sous les décombres de mon cœur brisé, une chose étrange s'est produite. La tristesse ne s'est pas transformée en hystérie. Au contraire, elle s'est solidifiée, se métamorphosant en une clarté aussi pure et froide que du cristal. Les affronter maintenant, ce serait leur offrir ma détresse sur un plateau d'argent. Je les imaginais déjà échangeant des regards condescendants, attribuant mes accusations à la fragilité du deuil. Ils me peindraient comme une femme instable, incapable de gérer ses émotions, et donc incapable de gérer son empire. Non, je ne leur donnerais pas cette arme. La femme qu'ils croyaient détruire venait de mourir, c'est vrai, mais une autre, bien plus redoutable, était en train de naître de ses cendres. Ma décision fut prise en une fraction de seconde, non pas par impulsion, mais par un calcul d'une froideur absolue. Mon chagrin n'était plus une faiblesse. Il allait devenir mon armure et mon camouflage. Il voulait une veuve éplorée, perdue dans les méandres de sa peine. Je leur offrirais une performance digne des plus grandes scènes. Je serais l'incarnation même de la vulnérabilité, une âme brisée ayant désespérément besoin de leur soutien. Chaque larme serait une manœuvre tactique, chaque soupir un leurre. Pendant qu'ils s'enivreraient de leur propre arrogance, convaincus de leur supériorité, je serais dans l'ombre, à observer, à écouter, à rassembler les pièces du puzzle de leur trahison. Ils me sous-estimaient, me voyant comme la vigneronne rêveuse, l'artiste. Ils avaient oublié que pour produire un grand vin, il faut une patience infinie, une attention méticuleuse aux moindres détails et une connaissance parfaite du moment où il faut agir. Mon objectif s'est dessiné avec une netteté effrayante. La vengeance émotionnelle, une confrontation explosive et éphémère, ne m'intéressait pas. Était un plat pour les âmes simples. Ce que je voulais, était une justice méthodique, une déconstruction chirurgicale de leur complot. Je devais comprendre. Comprendre, l'étendue de leur plan, la nature de ces documents de restructuration, le mécanisme financier qu'ils avaient mis en place pour me dépouiller. Mon empire, le château de Belombre, n'était pas une simple collection d'actifs. Était le témoignage de ma vie, le fruit de mon labeur, l'héritage de ma mère. Ils n'essayaient pas seulement de me voler de l'argent, ils tentaient d'effacer mon existence, de réécrire mon histoire en me reléguant au rôle de l'ombre. Ma fureur était plus une flamme incontrôlable, mais le cœur d'un réacteur nucléaire, une énergie froide et contenue, prête à être libérée avec une précision dévastatrice. En retournant dans le grand salon, j'ai posé mon regard sur eux. Pour la première fois, je ne voyais plus mon mari et ma sœur, mes deux adversaires. Je lisais dans leurs gestes faussement compatissants le triomphe qu'ils peinaient à dissimuler.
Leur confiance en ma cécité était leur plus grande faille. Ils pensaient mener le jeu, mais ils ne étaient que des vignerons amateurs face à un maître de chai. Ils avaient semé la trahison sur mes terres, croyant que la récolte serait douce et facile. Ils ignoraient tout de la terre qu'ils profanaient. Je la connaissais, elle. Je savais comment la nourrir. Comment attendre le moment parfait. La vendange serait amère, oui, mais pas pour moi. Je prendrais mon temps. Chaque preuve découverte serait une grappe soigneusement sélectionnée. Chaque mensonge exposé serait une étape du pressurage. Et au final, quand leur monde s'effondrerait, je leur servirais le vin de leur propre ruine, un millésime qu'ils n'oublieraient jamais. Le deuil est un manteau commode. Sous son voile sombre, le monde vous accorde une trêve, une indulgence pour vos larmes et votre retrait. Pour moi, ce manteau anin était plus une protection contre la peine, mais une cape d'invisibilité. Mon bureau, autrefois le cœur vibrant de ma créativité œnologique, était transformé en salle de guerre. Les cartes de nos parcelles de vignes N étaient plus des terroirs à chérir, mais des territoires à défendre. Chaque soir, après avoir joué ma partition de veuve accablée, je fermais la porte et la véritable Hélène reprenait ses droits. La femme brisée laissait place à la stratège. Mon chagrin était réel, mais ma fureur était devenue le carburant d'une lucidité implacable. La première phase de mon plan ne nécessitait ni cri ni accusation. Elle exigeait le silence, l'observation et un allié dont la loyauté n'avait jamais vacillé. Mon premier geste fut un appel, passé depuis un téléphone prépayé acheté en liquide dans une ville voisine. Une précaution qui me semblait autrefois digne d'un roman d'espionnage, mais qui était désormais ma réalité. Au bout du fil, la voix grave de Luc, notre directeur financier. Luc était là avant Olivier, avant même que le château de Belombre ne devienne un empire. C'est un homme de chiffres, pas de sentiments, dont la seule allégeance va à la logique et à l'intégrité de l'entreprise que j'ai bâtie. Je ne lui ai pas tout dit, pas tout de suite. Je lui ai simplement fait part d'un pressentiment, d'une inquiétude concernant des documents que l'on me pressait de signer, enrobant ma suspicion dans le langage de la prudence. Je lui ai demandé un rendez-vous, loin du château, loin des oreilles indiscrètes. Il a accepté sans poser de questions. Le silence qui a suivi ma requête était plus éloquent que n'importe quelle promesse. Il avait, lui aussi, des doutes. Nous nous sommes retrouvés dans un café anonyme, à 1 heure de route du domaine. L'air sentait le café filtre et la pluie. Face à cet homme aux cheveux gris et au regard perçant, j'ai abandonné le masque de la veuve. Je lui ai exposé les faits, froids et précis. La conversation entendue, les termes, restructuration d'actifs, la pression anormale d'Olivier. Je n'ai pas parlé de la trahison intime. Je me suis concentrée sur la menace financière. Luc m'a écouté, ses doigts tapotant lentement sur sa tasse. Quand j'ai eu fini, il a hoché la tête. « Je m'en doutais, Hélène », a-t-il dit simplement. « Il y a des flux de trésorerie que je ne parviens pas à justifier depuis 6 mois. Des consultations juridiques externes, des frais de création de société. Il me tenait à l'écart. Mon allié n'était pas seulement loyal, il était déjà armé. Notre plan a pris forme sur une serviette en papier. Luc avait les accès administrateurs à tous nos serveurs. Nous allions mener un audit secret, de nuit, quand le château serait endormi. Notre objectif, cartographier le réseau de sociétés écrans qu'Olivier avait certainement mis en place, suivre l'argent et, surtout, trouver une copie numérique de ces fameux documents avant qu'on ne me force la main. Était risqué. Un seul fichier consulté au mauvais moment, une seule alerte système, et notre guerre silencieuse serait révélée au grand jour, me laissant exposée et vulnérable. Mais était le seul chemin. Pendant que le monde me croyait noyé dans mon chagrin, je m'apprêtais à plonger dans les profondeurs obscures des finances de mon propre empire pour en reprendre le contrôle. Pendant que Luc préparait notre incursion nocturne, ma mission était de gagner du temps. Le lendemain matin, Olivier est entré dans mon bureau, un porte-document en cuir à la main, son visage une composition parfaite d'inquiétude et de sollicitude. « Ma chérie, je sais que c'est difficile, mais les avocats insistent. Il faut régler la succession de ta mère. » Il a posé les documents devant moi. Mon cœur battait la chamade, mais ma main était stable. J'ai parcouru la première page, feignant la confusion. « Olivier, c'est si complexe. Je ne comprends rien. L'avocat de maman m'avait parlé d'une clause. Je crois que je devrais lui demander de jeter un œil,
juste pour être sûr. J'ai levé vers lui un regard embué de larmes. « Oh, tu comprends, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas trahir ses dernières volontés par ignorance. » C était le premier coup, un simple jab psychologique, mais il a touché sa cible. J'ai vu une fraction de seconde d'agacement pur traverser son regard avant qu'il ne le maîtrise et le remplace par une compassion affectée. « Bien sûr, mon amour. Prends tout ton temps. C'est juste que je m'inquiète pour toi. Je veux te libérer de ce fardeau administratif. » Le fardeau. Il osait appeler son pillage un fardeau dont il voulait me soulager. Cette conversation m'a confirmé deux choses. Premièrement, mon jeu d'actrice était parfait. Il me croyait faible, perdu, malléable. Deuxièmement, il était pressé. Chaque jour de retard était une menace pour son plan. Sa confiance en lui était sa plus grande faiblesse. Et j'allais l'exploiter jusqu'à la corde. Il pensait me tendre un piège, mais c'est lui qui venait de mettre le pied dans le mien. L'étape suivante de ma stratégie visait la faille la plus évidente de leur alliance. La jalousie de ma sœur. Je l'ai trouvée dans la roseraie, prétendant tailler les fleurs fanées de ma mère. Je l'ai prise par le bras, adoptant un ton confidentiel. « Chloé, je suis si heureuse que tu sois là. Olivier est merveilleux, mais parfois, il est si protecteur. Il parle de l'entreprise comme de sa forteresse. Il m'a même dit l'autre jour qu'il fallait se méfier des partenaires qui ne portent pas notre nom, que les liens du sang sont les seuls qui comptent vraiment. J'ai planté cette graine empoisonnée avec le plus grand soin, sachant qu'elle germerait dans le terreau fertile de ses insécurités. Je la présentais comme une alliée, tout en lui suggérant qu'aux yeux d'Olivier, elle ne serait jamais qu'une pièce rapportée, une simple maîtresse sans véritable légitimité. L'effet a été immédiat, bien que subtil. J'ai commencé à remarquer la tension entre eux, des conversations qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans une pièce, le regard de Chloé qui s'attardait sur Olivier avec une nouvelle lueur de suspicion. Elle commençait à se demander quelle était sa véritable place dans son plan. Était-elle la future reine ou une simple étape sur son chemin vers le trône? J'avais créé une fissure dans leur front uni. Ils n'étaient ou plus deux conspirateurs contre moi, mais deux égoïstes liés par la cupidité, et je venais de leur rappeler que dans un tel partenariat, il n'y a pas de véritable confiance. Ils commençaient à se surveiller l'un l'autre, gaspillant une énergie précieuse qui n'était plus entièrement tournée contre moi. Cette nuit-là, la guerre est entrée dans sa phase active. Luc et moi nous sommes glissés dans les bureaux déserts. Le silence haine était rompu que par le ronronnement des serveurs et le bruit de nos propres respirations. C était surréaliste de être là, une cambrioleuse dans ma propre entreprise. Guidée par Luc, j'ai navigué dans l'arborescence des fichiers. Et puis, nous l'avons trouvé, une facture d'un cabinet d'avocats inconnu, payée depuis un compte de dépenses discrétionnaire d'Olivier. Le motif? Création de la société holding Avenir Radieux S.A. Le nom était d'une ironie si cruelle qu'un rire sans joie m'a échappé. L'avenir radieux. Le sien, pas le mien. C était la première pièce du puzzle. La preuve tangible que quelque chose se tramait dans mon dos. Tirer sur ce fil a révélé toute la tapisserie de leur trahison. Avenir Radieux était la société mère d'une cascade d'autres entités au nom vague, domiciliées dans des paradis fiscaux. C était un labyrinthe financier conçu pour siphonner les actifs du château de Belombre. Luc, avec une efficacité redoutable, a suivi les flux, identifiant des transferts de fonds réguliers, déguisés en paiement de fournisseurs ou en investissement. Il vidait l'entreprise de sa substance, petit à petit, en préparation du coup de grâce. Le transfert de la propriété intellectuelle et des terres, les joyaux de la couronne, que les documents que je devais signer allaient légaliser. La froideur méthodique de leur plan était à la fois terrifiante et, étrangement, rassurante. Car un plan si complexe avait forcément des points faibles. Armé de ces premières informations, j'ai pu porter le premier coup financier. Le lendemain, j'ai convoqué Luc dans mon bureau. En pleine journée, la porte ouverte. Je savais qu'Olivier serait informé de cette réunion en quelques minutes. D'une voix forte et claire, je lui ai donné une instruction. « Luc, j'ai examiné les prévisions de trésorerie. Avec la volatilité actuelle des marchés, je veux que nous soyons prudents. Veuillez suspendre tous les transferts de capitaux non essentiels de plus de 50 000 € jusqu'à nouvel ordre. Nous ferons un audit interne complet. C'est une simple mesure de bonne gestion. » C était une décision parfaitement légitime pour une propriétaire soucieuse de son héritage. Mais je savais qu'un transfert majeur,
destiné à l'une de leurs sociétés écrans, était programmé pour le surlendemain. Je venais de poser une mine sur leur route. L'explosion ne s'est pas fait attendre. Moins d'une heure plus tard, Olivier a fait irruption dans mon bureau, son masque de mari aimant fissuré par la panique. « Hélène, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'audit? Tu bloques un investissement crucial pour notre expansion en Asie. » Sa voix était tendue, trop forte. J'ai levé les yeux de mes papiers, feignant la surprise et l'innocence. Un investissement? Luc ne m'en a pas parlé. Il a juste suivi mes instructions de prudence. Mon Dieu, Olivier, ne me dis pas que tu as engagé des fonds si importants sans m'en informer? Surtout en ce moment. Je l'ai mis sur la défensive, le forçant à justifier une opération secrète. Le chasseur devenait la proie, obligé de s'expliquer devant celle qu'il pensait déjà avoir neutralisée. La paranoïa s'est installée dans leurs rangs. Je les entendais murmurer avec colère dans le couloir. Olivier, furieux, accusait une fuite, un espion dans l'entreprise. Chloé, nerveuse, se demandait si ce N n'était pas un signe que leur plan était trop risqué. Ils cherchaient un traître partout, sauf là où ils se trouvaient. En face d'eux, leur offrant une tisane apaisante le soir, en leur demandant si leur journée avait été difficile. Leur arrogance était mon meilleur bouclier. Il ne leur est jamais venu à l'esprit que la femme qu'ils jugeaient trop émotive pour lire un contrat était capable d'orchestrer une contre-offensive financière. Ils étaient si persuadés de ma faiblesse qu'ils s'aveuglaient eux-mêmes. Cette même nuit, Luc et moi sommes retournés dans l'antre du dragon. Et nous avons trouvé le trésor. Au fond d'un dossier crypté, mal protégé, nous avons découvert les versions préliminaires des documents de restructuration. C était pire que tout ce que j'avais imaginé. Noir sur blanc, le plan détaillait la cession de mes parts majoritaires, la propriété de nos vignobles les plus prestigieux et les marques déposées de mes vins primés à la holding, Avenir Radieux. En échange, je recevrais une rente dérisoire, gérée par un tuteur, Olivier. Le document était une déclaration de guerre, un acte de spoliation totale. Je l'ai copié sur une clé sécurisée. J'avais désormais l'arme nucléaire. En quittant le bureau à l'aube, la clé USB serrée dans ma paume, je sentais un changement fondamental en moi. La peur et l'incertitude avaient disparu, remplacées par une certitude glaciale. Joanne était plus une victime découvrant une trahison. J était une prédatrice qui avait pisté sa proie, compris ses habitudes et identifié ses faiblesses. La guerre était toujours silencieuse, mais l'équilibre des forces venait de basculer de manière irréversible. Ils pensaient que la tempête approchait, sans se rendre compte que J était la tempête, et que le moment de la vendange, leur vendange amère, était désormais fixé par moi seul. Le blocage des fonds avait agi comme une pierre jetée dans une mare de mensonges. Les ondes de choc se propageaient, invisibles mais dévastatrices. L'atmosphère au château, déjà lourde de mon deuil fin, était devenue électrique, chargée d'une tension palpable. Olivier ne parvenait plus à dissimuler son agitation. Ses sourires étaient devenus des rictus, ses gestes de sollicitude étaient brusques, trahissant une impatience fébrile. Il arpentait les couloirs, son téléphone collé à l'oreille, menant des conversations à voix basse qui s'interrompaient dès que j'approchais. Je le regardais manœuvrer, pris au piège de sa propre cupidité, et je sentais une satisfaction glaciale m'envahir. Je n'étais plus la proie traquée, j'y étais le sol qui se dérobait sous ses pieds, lentement, mais inexorablement. Chaque heure qui passait sans ma signature sur ces documents était une petite victoire. Un tour de vis supplémentaire sur elle et tôt que je refermais sur lui. Chloé, quant à elle, était un baromètre encore plus sensible de leur panique grandissante. La graine de méfiance que j'avais plantée avait germé, se transformant en une anxiété maladive. Elle me posait des questions insidieuses, tentant de sonder mes intentions. « Tu as l'air si... distante, Hélène. Tu es sûre que tout va bien? Tu devrais peut-être laisser Olivier gérer toute cette paperasse? Te reposer ?» Ses mots se voulèrent bienveillants, mais son regard fuyant trahissait sa peur. Elle n'avait plus peur pour moi, mais peur de moi. Elle sentait que quelque chose avait changé, que la femme brisée qu'elle pensait manipuler si facilement était évanouie. Leurs fronts unis se fissuraient de l'intérieur, rongés par le doute et la paranoïa. Ils cherchaient un traître dans leur rang, sans jamais imaginer qu'il dormait sous leur toit, leur servant le café chaque matin avec un sourire triste. Leur première contre-attaque fut maladroite, presque comique dans sa prévisibilité.
Olivier organisa une réunion impromptue avec nos banquiers, prétextant une révision stratégique urgente. Il m'y a convié avec une insistance qui frisait l'ordre, espérant sans doute m'intimider devant des tiers, me forcer la main en public. Je m'y suis rendu, vêtu de noir, le visage marqué par une fatigue étudiée. J'ai écouté son exposé passionné sur des projets d'expansion chimérique, des investissements risqués qui n'étaient qu'un prétexte pour justifier des sorties de capitaux massives. Puis, quand ce fut mon tour de parler, j'ai simplement dit, d'une voix douce mais ferme, « Messieurs, je vous remercie. Mais comme vous le savez, je viens de perdre ma mère. Le château de Belombre est son héritage autant que le mien. Par respect pour sa mémoire, toute décision stratégique majeure sera gelée jusqu'à ce que j'aie eu le temps de faire mon deuil et d'analyser la situation avec la prudence qu'elle m'a toujours enseignée. » Le silence qui a suivi fut assourdissant. J'avais utilisé leurs propres armes, mon deuil, pour les désarmer. Elle, Échec et Matt étaient totales. La fureur d'Olivier, une fois rentré au château, fut volcanique. Pour la première fois, il laissa tomber son masque. « Comment oses-tu m'humilier de la sorte? Tu es en train de tout détruire par ton entêtement. » Il criait, le visage congestionné. Je n'ai pas scié. J'ai soutenu son regard, laissant couler une seule larme, parfaitement maîtrisée. Te rendre hommage, c'est t'humilier? Protéger l'œuvre de notre vie, c'est la détruire? Olivier, je ne te reconnais plus. Le chagrin te rend agressif. Je lui renvoyais son propre poison, le transformant en agresseur et moi en victime de sa cruauté. Il recula, décontenancé, pris au piège de la narration qu'il avait lui-même construite. Il ne pouvait pas m'attaquer sans passer pour un monstre insensible. Il était acculé, et un animal acculé devient infiniment plus dangereux. Je savais que sa prochaine tentative serait bien plus vicieuse. Je ne me doutais simplement pas à quel point. Puis, la lettre est arrivée. Pas une simple enveloppe, mais un pli recommandé avec accusé de réception, dont le papier épais et le sceau officiel annonçaient une menace d'une toute autre nature. Je l'ai ouverte dans le silence de la bibliothèque, mes mains étonnamment stables. Les mots étaient froids, impersonnels, juridiques, mais leur signification était une déflagration qui a soufflé les derniers vestiges de mon ancien monde. C était une convocation devant le juge des tutelles. Olivier avait initié une procédure de mise sous tutelle à mon encontre. Le motif invoqué, écrit noir sur blanc, était une altération de mes facultés mentales, consécutive à un deuil pathologique, me rendant incapable de gérer sainement mes propres intérêts et ceux de l'entreprise. Le sol s'est dérobé sous mes pieds, la guerre n'était plus financière. Elle venait de devenir une lutte pour mon esprit, pour ma liberté, pour ma propre identité. Le souffle coupé, j'ai relu la phrase, encore et encore. Altération de mes facultés mentales. C était donc là, son plan ultime. Ce n'était pas seulement de me voler, mais de m'effacer, de me faire déclarer folle, de me déposséder non seulement de mes biens, mais de ma propre parole, de ma crédibilité. Si j'étais jugée inapte, toutes mes accusations, toutes les preuves que Luc et moi avions rassemblées, ne seraient plus que les divagations d'une femme dérangée. C était un coup de maître dans sa cruauté. Il ne cherchait pas à gagner un procès. Il cherchait à m'annihiler, à me réduire au silence pour toujours, enfermé légalement dans une prison dorée pendant qu'il pillerait mon empire en toute impunité. Une vague de terreur pure, glaciale et paralysante, m'a submergée. Pour la première fois depuis le début de cette guerre, j'ai eu peur de perdre. La lettre était accompagnée de pièces justificatives, et c'est là que la trahison a atteint un niveau d'ignominie que je n'aurais jamais cru possible. Le dossier contenait un témoignage. Celui de ma sœur. Chloé y décrivait, avec des détails poignants et entièrement fabriqués, ma détresse psychologique, mes oublis, mes crises de larmes incohérentes, ma paranoïa grandissante. Elle se disait terriblement inquiète, agissant par amour fraternel pour me protéger de moi-même. Chaque mot était un coup de poignard. Elle utilisait les souvenirs de notre enfance, la confiance que j'avais placée en elle, pour tisser un récit crédible de ma prétendue folie. Elle n'était pas une simple complice cupide. Elle était l'architecte de ma destruction psychologique, prête à sacrifier notre lien le plus sacré sur l'autel de sa jalousie. Le second document était un rapport psychologique préliminaire, signé d'un certain docteur Renaud, un nom que je n'avais jamais entendu. Le rapport,
basé sur les observations rapportées par des proches aimants, concluait à une forte présomption de dépression sévère avec complications psychotiques. C était une exécution en règle, menée avec la froide précision d'un scalpel. Olivier et Chloé n'avaient pas seulement conspiré pour me voler. Ils avaient corrompu la médecine et la justice pour me briser. Ils avaient transformé ma douleur la plus intime, le deuil de ma mère, en une pathologie, une arme pour me neutraliser. La rage qui m'a envahi à cet instant était d'une nature nouvelle. Ce N était plus une fureur froide et calculatrice. C était une flamme blanche, purificatrice. Ils avaient franchi une ligne. Ils n'avaient pas seulement justifié leur défaite. Ils avaient signé l'arrêt de leur propre anéantissement. Ma première réaction fut de tout arrêter, de prendre la clé USB et de courir à la gendarmerie. Mais je me suis retenue. Qui allait-il croire? Une femme sous le coup d'une procédure de mise en tutelle, accusant son mari et sa sœur d'un complot diabolique, ou un mari éploré et une sœur aimante, armés d'un rapport médical. Je serais internée pour évaluation avant même d'avoir pu présenter la première preuve. Non. Mon plan initial, la lente asphyxie financière, était désormais obsolète. Le champ de bataille avait changé, et les règles aussi. Je n'avais plus le temps. Je devais improviser, frapper plus fort et plus vite qu'ils ne l'avaient jamais anticipé. Leur escalade désespérée exigeait une réponse d'une audace foudroyante. J'ai appelé Luc. Non pas de mon bureau, mais depuis la route, avec mon téléphone prépayé. Ma voix était calme, mais il aperçut l'urgence sous-jacente. Je lui ai lu les passages clés de la lettre. Un long silence a suivi à l'autre bout du fil, puis sa voix, plus grave que jamais. Les lâches. Ils ont peur, alors ils sortent les crocs. Hélène, c'est grave, très grave. Le système judiciaire peut être une broyeuse dans ces cas-là. Il avait raison. Je n'étais plus face à un simple voleur, mais face à un système qu'il tentait de retourner contre moi. J'avais besoin d'un nouvel allié, un expert de ce terrain miné. Luc, j'ai besoin d'un avocat. Pas un avocat d'affaires. J'ai besoin d'un requin, le meilleur. Il m'a donné un nom, Maître Isabelle Valois, une spécialiste des litiges familiaux complexes et des successions conflictuelles, réputée pour son intelligence redoutable et son absence totale de sentimentalité. Le rendez-vous fut obtenu pour le lendemain, dans ses bureaux parisiens. J'ai prétexté un déplacement pour voir un fournisseur. Un mensonge qui passait sans difficulté dans le brouillard de mon prétendu état mental. J'ai préparé mon dossier toute la nuit. Les copies des documents financiers, les organigrammes des sociétés écrans, la lettre de convocation et, surtout, mon récit. Je devais la convaincre, non seulement de mon bon droit, mais aussi de ma parfaite lucidité. Mon avenir dépendait de cette rencontre. Maître Valois était une femme d'une 50aine d'années, dont le regard perçant semblait capable de lire à travers les faux semblants. Elle ne m'a pas offert de condoléances. Elle m'a écouté en silence pendant près d'une heure, ses doigts fins tapotant un stylo en argent sur un bloc-notes. Je lui ai tout exposé. L'infidélité, la conspiration financière, et enfin, la procédure de mise sous tutelle. Quand j'ai eu terminé, elle a posé son stylo. « Madame Dubois, votre mari n'est pas seulement un escroc, c'est un amateur, mais un amateur dangereux. Cette procédure est une bombe à retardement. Nous avons très peu de temps avant la première audience. Le juge va ordonner une expertise psychiatrique. Si le rapport de leur médecin est le seul élément au dossier, vous êtes en grand danger. » Sa franchise était brutale, mais était exactement ce dont j'avais besoin. « Que faisons-nous » ai-je demandé, ma voix ne tremblant pas. Son regard s'est durci, une lueur de combativité dans ses yeux. Nous ne nous défendons pas. Nous attaquons. Nous ne répondons pas à leur récit. Nous le détruisons en présentant le nôtre, de manière si spectaculaire qu'il ne laissera aucune place au doute. Nous devons les exposer avant qu'ils ne puissent vous faire taire. Votre gala de charité annuel, quand a-t-il lieu? J'ai froncé les sourcils, surprise par sa question. Dans 10 jours. Un mince sourire est apparu sur ses lèvres. Parfait. 10 jours. C'est tout ce dont nous avons besoin. Ce gala ne sera pas une soirée de bienfaisance. Ce sera un tribunal. Et le verdict sera rendu en public. Le plan a pris forme. Audacieux et terriblement risqué. L'idée de Maître Valois était de transformer le clou du spectacle de la soirée, le discours d'Olivier, en sa propre exécution publique. Pendant qu'il parlerait de l'avenir du domaine, nous projetterions sur les écrans géants derrière lui les preuves irréfutables de sa trahison.
Ce N était plus une question de justice légale, mais de justice narrative. Il fallait le déshabiller de sa crédibilité devant l'ensemble de son réseau. Investisseurs, clients, journalistes, amis. Il fallait que la vérité soit si explosive, si incontestable, que la procédure de tutelle devienne instantanément ce qu'elle était, la manœuvre pathétique d'un coupable aux abois. Les jours suivants furent un ballet frénétique mené contre la montre. Pendant que Maître Valois déposait des recours pour retarder la procédure, Luc et moi travaillions sans relâche. Sa mission ? Transformer les données financières complexes en graphiques simples et percutants, compréhensibles par un public non averti. Des flèches rouges montrant l'argent quittant les comptes du château de Belombre pour atterrir dans les coffres des sociétés écrans, avec les noms d'Olivier et de Chloé comme uniques bénéficiaires. C était l'arme de la logique, froide et implacable. Mais je savais qu'il me fallait plus. Il me fallait une arme émotionnelle, une preuve qui parlerait au cœur autant qu'à la raison. Ma propre mission était la plus périlleuse. Je devais continuer à jouer mon rôle de femme fragile et confuse, tout en étant plus alerte que jamais. Je devais me soumettre à la première entrevue avec le docteur Renaud, le psychologue corrompu. La rencontre fut surréaliste. Je me suis assise dans son cabinet luxueux, répondant à ses questions suggestives avec une tristesse calculée, parsemant mes réponses de détails conçus pour paraître authentiques. Je lui ai parlé de ma mère, de mes souvenirs, laissant ma voix se briser aux moments opportuns. Je le regardais prendre des notes, sachant que chaque mot qu'il écrivait était un clou destiné à mon propre cercueil. C était le test ultime de mon sang-froid, un jeu d'échecs psychologique où le moindre faux pas pouvait me coûter ma liberté. En sortant de ce cabinet, je n'étais plus seulement en colère. J était déterminé à obtenir la preuve qui anéantirait non seulement Olivier, mais aussi Chloé, pour sa trahison ultime. L'occasion s'est présentée 2 jours avant le gala. J'ai trouvé Chloé seule dans le petit salon, feuilletant un magazine de mode avec un air d'ennui. Je me suis assise à côté d'elle, mon téléphone discrètement posé sur la table, l'enregistreur activé. J'ai adopté le ton d'une femme à bout, prête à capituler. « Chloé, tu as peut-être raison. Je suis si fatiguée de me battre. Peut-être que je devrais signer ces papiers et laisser Olivier tout gérer. Il a l'air de si bien savoir ce qu'il fait. » Je l'ai regardée, attendant qu'elle morde à l'hameçon. Et elle a mordu. Soulagée, pensant la victoire acquise, elle a baissé sa garde. « Oh, Hélène, c'est la meilleure décision. Tu verras, tout ira bien. Olivier a un plan merveilleux pour notre avenir. Il dit que nous serons les rois de Bordeaux. Il va même me donner la responsabilité de toute la partie hôtelière. Enfin, je pourrai montrer ce dont je suis capable. » Son visage s'est illuminé d'une avidité triomphante. Elle venait de m'avouer sa complicité, son mobile, et de confirmer l'existence du plan. C était une bonne prise, mais je voulais le prédateur en chef. Le soir même, j'ai utilisé la confession de Chloé comme appât pour Olivier. Je l'ai abordé dans son bureau, feignant une nouvelle crise d'angoisse. « Olivier, j'ai parlé à Chloé. Elle m'a dit que tu allais lui confier les hôtels. Je ne suis pas sûre. Elle est si impulsive. Est-ce vraiment prudent de lui donner autant de responsabilités ? » J'ai instillé le doute, jouant sur son ego et sa méfiance naturelle. Je savais qu'il ne pouvait résister à l'envie de se vanter de sa propre intelligence, de me prouver qu'il avait tout prévu. Son mépris pour ma sœur, et pour moi, a fait le reste. Il a ri, un son suffisant et cruel. « Ma chérie, ne sois pas naïve. Chloé est un pion, un outil utile pour le moment. Son témoignage était nécessaire pour te mettre hors jeu. Une fois que j'aurai le contrôle total, sa participation sera réévaluée. Disons simplement qu'elle aura une jolie pension pour la remercier de ses services, mais elle ne s'approchera jamais d'un poste de direction. On ne met pas un caniche à la tête d'une meute de loups. » Mon téléphone, posé sur le bureau, enregistrait chaque syllabe. J'avais ma preuve. La trahison ultime. Il n'avait pas seulement l'intention de me détruire, mais aussi de jeter celle qui l'avait aidé à le faire. Avec cet enregistrement, le puzzle était complet. J'avais les preuves financières de Luc, la confession de Chloé et maintenant, la sentence d'Olivier lui-même, prononcée de sa propre voix arrogante. Le plan de Maître Valois N était plus seulement une stratégie de défense audacieuse. Il était devenu une certitude. Une exécution publique en 3 actes, leur complot, leur avidité et leur trahison mutuelle.
Ils allaient se détruire l'un l'autre devant le monde entier, et je n'aurais qu'à allumer la mèche. Le jour du gala est arrivé, le château bourdonnait de préparatifs, des camions de traiteurs, des fleuristes, des techniciens installant les lumières et les écrans géants. Je les observais depuis ma fenêtre, une calme prédatrice contemplant la construction de son propre piège. Olivier et Chloé étaient rayonnants, ivres de leur victoire imminente. Ils me traitaient avec une pitié condescendante, la pauvre chose fragile qu'on allait bientôt soulager de ses fardeaux. Ils me voyaient comme une reine déchue, ignorant qu'ils n'en étaient que les invités d'honneur de leur propre enterrement. Je me suis préparée lentement, choisissant une robe d'un rouge profond, la couleur de la vendange et du sang. Pas de noir de deuil ce soir. Ce soir, c'était une renaissance. En me regardant dans le miroir, je ne voyais plus la femme trahie qui avait pleuré dans la bibliothèque. Je voyais une stratège qui avait traversé le feu et en était ressortie forgée dans un acier plus dur. La douleur était toujours là, une braise au fond de mon cœur, mais elle était désormais le combustible d'une résolution inébranlable. En descendant le grand escalier, j'ai croisé le regard d'Olivier. Il m'a souri, un sourire de triomphe et de possession. Il pensait que J était sa chose, que mon domaine était sa chose. Il ne savait pas que dans quelques heures, il ne posséderait plus rien, pas même sa propre réputation. Je lui ai rendu son sourire, un sourire calme, énigmatique. C'était le sourire de la vigneronne qui sait que la récolte est mûre, que le temps de la patience est terminé et que le temps du pressurage est arrivé. Le salon de bal était bondé. Elle, élite de Bordeaux, des journalistes, des critiques de vin, tous étaient là. C'était la scène parfaite. Luc était en régie, prêt à lancer la présentation au signal de Maître Valois, qui se tenait discrètement près de la sortie. Tout était en place. Je me suis mêlée aux invités, acceptant leurs condoléances avec une grâce fragile. Chaque mot de sympathie était un grain de sable de plus dans le sablier de leur existence. J'ai vu Chloé, parée de bijoux, riant un peu trop fort. Elle se voyait déjà maîtresse des lieux. Elle m'a aperçue et s'est approchée, son visage une composition de fausse sollicitude. « Tu es courageuse d'être là, Hélène. » J'ai posé ma main sur son bras. La famille doit se serrer les coudes dans les moments importants. N'est-ce pas? Mon contact était froid, et pour la première fois, j'ai vu une véritable lueur de peur dans ses yeux. Elle a senti que quelque chose était sur le point de basculer. Olivier est monté sur scène sous des applaudissements polis. Il s'est approché du pupitre, a ajusté ses notes, le visage rayonnant de l'homme qui a réussi. Il a commencé son discours, sa voix chaude et charismatique remplissant la salle. Il a parlé d'héritage, de tradition, et de la nécessité d'assurer la pérennité du château de Belombre dans une période de transition difficile. C'était le moment. Il levait le couteau pour me sacrifier symboliquement. Il ne savait pas que le véritable sacrifice de la soirée était lui. J'ai attrapé une coupe de mon meilleur millésime sur le plateau d'un serveur. J'ai porté le verre à mes lèvres, le vin rouge sang caressant ma langue. J'ai regardé Olivier sur scène et j'ai attendu le début du spectacle. La vendange allait commencer. Et elle serait amère. Terriblement amère. Pour eux. Leur tentative de me faire taire en me déclarant folle était leur erreur fatale. Ils avaient sous-estimé ma résilience. Mais surtout, ils avaient sous-estimé la profondeur de ma connaissance de ce domaine. Je ne connaissais pas seulement les vignes, je connaissais chaque employé, chaque contrat, chaque recoin de cet empire. En essayant de m'enfermer, ils m'avaient donné la plus puissante des motivations. Non plus seulement récupérer ce qui m'appartenait, mais me battre pour ma propre existence. Cette escalade a transformé ma quête de justice en une question de survie. Chaque jour, les épées de Damoclès de la tutelle se rapprochaient. Cette pression m'a forcé à abandonner la prudence pour l'audace, à penser non plus en moi, mais en jours, en heures. C'est cette urgence qui a donné naissance à l'idée du gala. Une riposte si publique et si totale qu'elle ne laisserait aucune place à l'ambiguïté. Ils pensaient jouer aux échecs, mais ils ne comprenaient pas que j'avais changé le jeu. Ce N était plus une partie lente et stratégique. C était devenu une guerre éclair. Ils avaient apporté des couteaux à une fusillade, et ils ne l'avaient même pas encore réalisé. Leur arrogance était telle qu'ils n'ont jamais envisagé que je puisse riposter de manière aussi dévastatrice. La peur qu'ils m'ont infligée a été le catalyseur final. La peur de perdre mon nom, ma voix, ma liberté.
Cette peur s'est consumée et s'est transformée en une énergie pure et froide. En montant sur cette scène, Olivier ne s'adressait pas à une femme brisée par le chagrin. Il s'adressait à une survivante qui n'avait plus absolument rien à perdre, et donc, tout à gagner. Ce soir, je n'allais pas seulement exposer un crime financier. J'allais dénoncer une tentative de meurtre de l'âme. Et pour un crime de cette ampleur, il ne pouvait y avoir qu'une seule sentence, l'anéantissement total. Ils avaient voulu me réduire à l'ombre. J'allais les plonger dans des ténèbres dont ils ne sortiraient jamais. Olivier monta sur l'estrade, baigné par la lumière chaude des projecteurs. Il incarnait la perfection, du nœud de sa cravate à son sourire confiant. La salle, suspendue à ses lèvres, était un parterre de pouvoir et d'influence, le public idéal pour son coup de théâtre. Il commença son discours, sa voix résonnant avec une fausse gravité, parlant de l'héritage, du futur et de la transition délicate mais nécessaire que le château de Belombre devait entreprendre. Il me jeta un regard plein d'une pitié feinte, le regard d'un geôlier pour sa prisonnière. Il se croyait le maître du jeu, le roi sur le point de déclarer son échec et mat. Il ne savait pas qu'il n'était qu'un pion, avançant sur la case que j'avais moi-même piégée. Je levai ma coupe, le vin rouge tournoyant comme une promesse de sang, et j'attendis. Le spectacle allait commencer. Alors qu'il prononçait les mots, la santé fragile d'Hélène, les écrans géants derrière lui, censés diffuser une vidéo hagiographique, s'éteignirent une fraction de seconde avant de se rallumer sur un fond noir. Un silence perplexe parcourut la salle. Puis, une voix s'éleva, claire et glaciale, emplissant chaque recoin du grand salon. Était sa voix. La mienne, enregistrée. Ne t'en fais pas, mon amour. Bientôt, tu n'auras plus à faire semblant. Elle est la lumière. Toi, tu es l'ombre. L'onde de choc fut immédiate et silencieuse. Un millier de regards passèrent de l'écran à Chloé, puis à Olivier, dont le sourire était figé en un rictus d'horreur. Il se retourna, fixant l'écran comme s'il voyait un fantôme. Le premier acte de sa tragédie venait de se jouer, et le public était captif. Il n'eut pas le temps de balbutier une excuse, de prétendre à une erreur technique. Écran changea de nouveau, balayant l'enregistrement audio pour afficher une série de graphiques d'une simplicité brutale. Des organigrammes, conçus par Luc, qui ressemblaient à des toiles d'araignée financières. Des flèches rouges et épaisses montraient des millions d'euros quittant les comptes du château de Belombre pour se déverser dans des sociétés au nom exotique. Avenir radieux, S.A., Horizon Doré Invest. Et en bas de chaque structure, 2 noms, imprimés en lettres capitales, comme les signatures au bas d'un aveu, Olivier Marchand, Chloé Dubois. Les murmures se transformèrent en un grondement sourd. Ce N était plus une indiscrétion. Était une exécution financière. La preuve irréfutable d'un pillage méthodique, exposé devant ses banquiers, ses investisseurs et ses pairs. Le coup de grâce, cependant, N n'était pas pour lui. Il était pour elle. L'écran afficha une nouvelle onde sonore, et la voix d'Olivier résonna à nouveau. Mais cette fois, le ton était différent. Plus froid, plus méprisant. Il parlait à son avocat. Chloé est un pion, un outil utile. Son témoignage était nécessaire. Une fois que j'aurai le contrôle total, sa participation sera réévaluée. Disons simplement qu'elle est un péage nécessaire, mais temporaire. Si le silence précédent avait été glacial, celui-ci était sépulcral. J'ai tourné la tête lentement vers ma sœur. Son visage, d'abord rouge de honte, était devenu blême. La compréhension de sa double trahison, par moi, puis par lui, se lisait dans ses yeux écarquillés. Elle n'était pas sa reine. Elle n'était même pas un pion. Elle était un péage. Un simple ticket à jeter après usage. Ce fut elle qui explosa la première. Un cri primal, un son de pure rage et d'humiliation, déchira le silence. Elle se rua sur la scène, ses ongles manucurés cherchant le visage d'Olivier. « Péage? Tu m'as appelé un péage? Espèce de monstre !» Elle hurlait, hors d'elle, oubliant le public, la bienséance, tout. Et dans sa fureur, elle déversa tout. « Je t'ai tout donné. Les mots de passe, les dates de ses rendez-vous. Je t'ai aidé à rédiger le rapport pour le médecin. Tout ça pour être un péage ?» Ils se déchiraient l'un l'autre sur scène, 2 bêtes sauvages révélant les détails sordides de leur conspiration dans un torrent d'accusations mutuelles. Était plus dévastateur que tout ce que j'aurais pu orchestrer.
Ils se détruisaient eux-mêmes, avec une efficacité terrifiante. La scène était un chaos absolu. Les flashs des photographes crépitaient, immortalisant leur chute spectaculaire. Les invités, d'abord stupéfaits, sortirent leur téléphone, filmant la débâcle. Des agents de sécurité montèrent sur scène pour séparer les deux amants devenus ennemis jurés. Olivier, le visage zébré d'une griffure, tentait de s'enfuir, hué par la foule. Chloé, en larmes, était escortée dans la direction opposée. Son monde de luxe et de reconnaissance s'étant évaporé en moins de 5 minutes. Leur empire de mensonges ne s'était pas effondré. Il avait été pulvérisé, ne laissant derrière lui que les cendres de leur réputation et le spectre de poursuites judiciaires imminentes. Leur avenir radieux venait de s'éteindre pour toujours. Au milieu de cette tempête, je restais immobile, une île de calme dans un océan de fureur. Je n'ai pas souri, je n'ai pas exulté. J'ai simplement observé la conclusion logique de leurs actes, la conséquence inéluctable de leur cupidité. J'ai porté ma coupe à mes lèvres et j'ai bu une lente gorgée de mon vin. Le millésime 2018. Une année difficile, marquée par le gel et la grêle, mais qui avait produit un vin d'une complexité et d'une force exceptionnelles. Un vin de survivant. Était le goût de ma victoire. Pas doux et sucré, mais profond, complexe et teinté d'une amertume nécessaire. La vendange était terminée, et elle était exactement comme je l'avais voulu. Alors que le tumulte commençait à peine à s'apaiser, Maître Valois donna un signal discret aux techniciens. Les écrans se nettoyèrent, affichant simplement le blason du château de Belombre. Je n'ai pas eu besoin de monter sur scène. Je me suis simplement avancée de quelques pas, et ma voix, calme mais portant sans effort dans le silence qui s'installait, a suffi. Mesdames et messieurs, je vous prie de nous excuser pour cette restructuration inattendue. Un murmure parcourut la salle, certains étouffant un rire nerveux. Le château de Belombre, mon héritage et celui de ma mère, a survécu à des guerres, des maladies et des crises. Il survivra à la trahison. À partir de ce soir, une nouvelle page se tourne. Une page basée sur l'intégrité, la loyauté et la passion. La dégustation peut maintenant commencer. J'ai levé mon verre. Ce n'était pas une invitation, était un couronnement. Le silence qui a suivi mes paroles fut d'une densité extraordinaire, un vide absolu qui a absorbé le chaos précédent. Puis, comme une vague lente et puissante, un murmure a parcouru la salle, se transformant en une salve d'applaudissements. Ce n'était pas une ovation polie. Était une validation, une reconnaissance. Les visages autour de moi, autrefois empreints de pitié ou de curiosité morbide, affichèrent désormais le respect, voire l'admiration. En quelques minutes, j'avais cessé d'être la veuve éplorée, la victime d'un complot. J'y étais redevenue la maîtresse de Belombre, non plus dans l'ombre, mais sous une lumière crue et impitoyable que j'avais moi-même allumée. Alors que les invités se pressaient autour de moi, non plus pour offrir des condoléances, mais des félicitations, j'ai compris que la guerre était terminée. Le champ de bataille était nettoyé. Et sur les ruines de mon ancienne vie, je venais de planter l'étendard d'un nouveau règne. Les jours qui ont suivi le gala furent un tourbillon d'activités judiciaires et financières. Maître Valois, agissant avec la précision d'un chirurgien, a transformé notre contre-offensive en une machine de guerre légale. Les enregistrements et les documents financiers, rendus publics de manière si spectaculaire, ont constitué une base de preuves accablante. La police financière a investi le château, non plus comme des invités, mais avec des mandats de perquisition. Chaque fichier, chaque compte bancaire, chaque contrat passé par Olivier a été passé au peigne fin. La procédure de mise sous tutelle, cette arme ignoble qu'il avait tenté de retourner contre moi, s'est effondrée sur le champ, se transformant en une charge supplémentaire contre lui. Tentative d'abus de faiblesse. La justice, qu'il avait voulu corrompre, se refermait sur lui, et Chloé comme un piège d'acier, implacable et froid. Olivier, l'homme qui se croyait intouchable, a vu son monde s'écrouler avec une rapidité vertigineuse. Ses alliés politiques et financiers, ceux qui trinquaient à sa santé quelques jours plus tôt, l'ont abandonné comme un navire en perdition. Ses comptes ont été gelés, ses lignes de crédit coupées. Le charmeur charismatique est devenu un paria, un escroc dont le nom était synonyme de honte. J'ai suivi sa chute de loin, à travers les rapports de mes avocats,
Je n'ai ressenti ni joie, ni pitié. Je n'ai ressenti que le vide laissé par 30 ans d'illusion. Sa destruction N n'était pas une vengeance. C était une conséquence. Il n'avait pas été vaincu par moi. Il avait été anéanti par sa propre cupidité, par son arrogance qui l'avait aveuglé au point de sous-estimer la femme qui avait bâti l'empire qu'il convoitait. Quant à Chloé, sa chute fut peut-être plus silencieuse, mais non moins brutale. Son univers, construit sur les apparences et le statut social, s'est évaporé. Les invitations se sont taries, les amis ont cessé de répondre à ses appels. Elle était devenue une pestiférée, la sœur jalouse et complice, la traîtresse ultime. Elle a tenté de me contacter, laissant des messages vocaux larmoyants, oscillant entre les suppliques et les accusations. Je ne les ai jamais écoutés jusqu'au bout. J'ai demandé à mon assistante de bloquer son numéro. Le lien du sang, qu'elle avait si cruellement profané, était rompu à jamais. Elle avait choisi l'ombre, comme le lui avait promis Olivier. Je la laissais y disparaître, seule avec les fantômes de sa jalousie et les conséquences de ses choix. L'ombre ne m'intéressait plus. La réunion du conseil d'administration ne fut qu'une formalité, un couronnement inévitable. Les membres, horrifiés par l'ampleur de la fraude et impressionnés par ma reprise en main spectaculaire, ont voté à l'unanimité la destitution immédiate d'Olivier de toutes ses fonctions. Dans la même résolution, ils m'ont nommée présidente directrice générale, avec les pleins pouvoirs. En acceptant, je n'ai pas souri. J'ai simplement hoché la tête, sentant le poids de cette nouvelle responsabilité s'installer sur mes épaules. Ce N n'était pas un triomphe exultant, mais une prise de pouvoir solennelle. J'avais toujours été le cœur et l'âme du château de Belombre. Désormais, j'en étais aussi la tête et l'épée. Il n'y aurait plus de visage public et de cerveau caché. Il n'y aurait qu'une seule autorité, indivisible et absolue, la mienne. Le lendemain, je suis entrée dans le bureau qui avait été celui d'Olivier. L'odeur de son eau de Cologne flottait encore dans l'air. Un dernier vestige de sa présence. Je n'ai rien jeté. J'ai simplement ouvert en grand les fenêtres qui donnaient sur les vignobles, laissant le vent frais de l'automne balayer les traces de son passage. Debout, contemplant les rangées de vignes qui s'étendaient à perte de vue, je n'ai pas pensé à lui. J'ai pensé à ma mère, à la première parcelle de terre que nous avions achetée, à chaque grappe que j'avais goûtée, à chaque vin que j'avais créé. Ce N n'était pas son bureau que je reprenais. C était mon royaume. La trahison m'avait coûté mes illusions, mais elle m'avait offert en retour une clarté nouvelle. Je voyais mon empire non plus comme une œuvre d'amour partagée, mais comme mon unique création, mon héritage, ma forteresse. Ma première directive en tant que PDG fut un acte de purification. J'ai congédié sans préavis le psychologue corrompu et le cabinet d'avocats complices, en m'assurant que Maître Valois transmette leurs dossiers aux ordres professionnels compétents. Leur carrière était terminée. J'ai ensuite promu Luc au poste de directeur général délégué, lui donnant non seulement la reconnaissance qu'il méritait, mais aussi le pouvoir de m'aider à reconstruire. Nous avons passé en revue chaque département, chaque contrat, chaque employé. Ceux qui avaient fermé les yeux sur les manigances d'Olivier ont été remerciés. Ceux qui avaient fait preuve de loyauté et d'intégrité ont été récompensés. Je ne reconstruisais pas seulement une entreprise. Je rebâtissais une culture, fondée sur la transparence et le mérite, des valeurs qu'Olivier avait bafouées. La trahison m'avait appris une leçon douloureuse mais essentielle sur la nature du pouvoir. J'avais cru que le partenariat était une fusion, une symbiose. J'ai compris qu'il était un équilibre fragile, qui exigeait une vigilance constante. Mon approche de la gestion a changé radicalement. Je suis devenue plus exigeante, plus directe. Je déléguais, mais je vérifiais. J'y écoutais, mais je prenais la décision finale seule. Certains ont pu trouver ce nouveau style plus dur, plus distant, mais personne ne pouvait nier son efficacité. Jeanne était plus la créatrice rêveuse qui se perdait dans les arômes du chai. J était une reine guerrière, protégeant son territoire avec une détermination féroce. La confiance N était plus un dû, et c'était un privilège qui se méritait, et je n'accordais plus ce privilège à la légère. Libéré du poids mort de la cupidité d'Olivier et de ses investissements hasardeux, le château de Belombre a connu une renaissance spectaculaire. Mon histoire, celle de la femme trahie qui avait repris son trône, est devenue une légende dans le monde du vin. Loin de nous nuire, le scandale a renforcé notre marque,
lui conférant une aura de résilience et d'authenticité. Les commandes ont afflué, de nouveaux investisseurs, attirés par ma gestion rigoureuse et ma vision claire, se sont présentés. En moins d'1 an, nous avons non seulement récupéré les pertes, mais nous avons atteint des niveaux de rentabilité records. J était plus riche, plus puissante et plus respectée que je ne l'avais jamais été. La femme qu'ils avaient voulu effacer était devenue une icône. Le verdict du tribunal est tombé 6 mois plus tard, sans surprise. Olivier et Chloé ont été reconnus coupables de tous les chefs d'accusation: fraude, abus de biens sociaux, tentative d'abus de faiblesse. Ils ont été condamnés à des peines de prison ferme et à des amendes si lourdes qu'elles les laissaient en faillite totale. En apprenant la nouvelle par un simple courriel de Maître Valois, je n'ai ressenti qu'une paix profonde et silencieuse. Ce n'était pas la joie de la vengeance, mais la satisfaction tranquille de voir l'ordre rétabli. Leur nom, autrefois lié à mon histoire, était désormais réduit à un dossier judiciaire classé. Le chapitre final de leur existence dans ma vie était écrit et la page était définitivement tournée. Un soir d'automne, alors que le soleil dorait les feuilles de vigne, je marchais seule dans ma parcelle préférée, celle du merlot centenaire. La terre était humide sous mes pieds, l'air embaumait le mou et la promesse du vin nouveau. J'ai touché l'écorce rugueuse d'un vieux cep, sentant sa force tranquille, sa capacité à survivre aux hivers les plus rudes pour renaître chaque printemps. Je me suis reconnue en lui. La douleur de la trahison était devenue une cicatrice, une ligne fine et argentée sur mon cœur. Elle ne me faisait plus souffrir. Elle était simplement là, le rappel constant de la femme que j'avais été et la preuve de la force de celle que J était devenue. Cette cicatrice N n'était pas un signe de faiblesse, mais la marque indélébile de ma survie. Plus tard, dans le silence de ma cave personnelle, j'ai ouvert une bouteille de mon tout premier millésime, celui que j'avais créé bien avant Olivier, un vin qui portait l'empreinte de mes seuls rêves. J'ai rempli un unique verre et l'ai levé, non pas vers le passé, mais vers l'avenir. Le liquide rubis captait la lumière, vibrant de vie et d'histoire. Mon histoire. Je l'ai portée à mes lèvres et j'ai bu à ma renaissance, à ma liberté, à mon pouvoir reconquis. Le goût était complexe, puissant, avec une finale longue et persistante. C était le goût de la victoire absolue. Je n'étais plus la âme du domaine, la partenaire silencieuse, la lumière pour l'ombre d'un autre. J était la reine. Et mon règne ne faisait que commencer.